Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'était un réel plaisir pour moi de vous savoir une fois de plus nombreux devant votre petit écran dans le cadre de cette autre sortie de notre émission Fenêtre sur le monde. Naturellement, nous aurons à faire un tour dans le monde pour l'actualité à l'international. Mais n'oubliez pas également, en deuxième partie de notre émission, nous aurons notre invité qui n'est autre que Monsieur Olivier Baer, c'est le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies en charge des réfugiés au Cameroun, Gabon et Sao Tomé et Principe. Avec lui, naturellement, on aura le temps de voir un peu plus clair sur la situation des réfugiés au Cameroun. Je me permets déjà de lui dire bonsoir. Bonsoir, Monsieur Olivier. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue à Humanitarian TV. Merci de me recevoir. Voilà. Avec vous, comme je l'ai dit à l'instant, nous aurons à parler un tout petit peu de la situation du réfugié au Cameroun. Ce sera dans un tout petit instant. Mais avant cela, nous allons d'abord essayer de voir un tout petit peu ce qui a fait l'essentiel de l'actualité en semaine. Nous en avons choisi quelques sujets qui certainement vont attirer votre attention. Et nous allons débuter tout de suite avec l'actualité dans le continent africain. En Afrique, justement, allons-y au Sénégal, où la situation d'handicap est un sérieux problème dans ce pays. Il faut dire que beaucoup parmi ces personnes ont du mal à intégrer la fonction publique. Qu'est-ce qui se passe réellement? Des précisions dans ce reportage de nos confrères de Média en TV. Électricien de profession, Lamine Sané est en situation de handicap à la suite de son opération chirurgicale en 2000. Depuis, il n'arrive pas à trouver du travail. J'ai parlé de mon cas. Ils me font espérer, mais en me fixant aussi des rendez-vous. Et il y a d'autres aussi qui me disent, écoute, à l'heure actuelle, cette société, on est en train de réduire l'effectif. On ne peut pas vous prendre. Cette dame est titulaire d'un master en administration et gestion de l'éducation spécialisée. La professionnelle a traversé beaucoup d'obstacles avant de trouver son emploi actuel. Son handicap n'a pas été une entrave à la poursuite de ses études universitaires au Sénégal et aux États-Unis. Au lieu de m'enrôler à l'école, de m'inscrire à l'école, mes parents pensaient que j'étais possédée par le diable. J'ai déposé partout, mais je n'ai jamais eu de réponse positive. De l'application de la loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à mobilité réduite, les concernés y fondent beaucoup d'espoir. La décision est du gouvernement sénégalais. La loi d'orientation sociale a bien prévu dans ses dispositions qu'à chaque fois qu'il y a un recrutement dans la fonction publique, les 15% soient constitués de personnes handicapées. Donc si aujourd'hui le président de la République prend cette décision-là, on ne peut que s'en réjouir, l'en remercier aussi, parce qu'il a indiqué en Conseil des ministres que ce recrutement-là se fasse suivant les principes directeurs de la loi d'orientation sociale. Maintenant, pensons que si on fait l'effort de recruter dans la fonction publique des personnes handicapées diplômées, cela va encourager les autres qui ne le sont pas encore. Selon le président des associations des personnes vivant avec un handicap, l'intégration de ses camarades diplômés dans la fonction publique et parapublique pourrait réduire la mendicité au Sénégal. Au Mali, les enfants ont apporté également dans la lutte contre la Covid-19. Il faut dire que c'est suite à un atelier organisé par l'UNICEF en faveur des enfants. C'est du côté du Mali. Nous allons voir beaucoup plus clair avec les précisions de nos amis de Média en TV. Venu de toutes les régions du Mali, ce cadre de brassage culturel et de formation initié par UNICEF et ses partenaires permet aux enfants de débattre de différentes thématiques. Cette année, actualité oblige, le thème est Covid-19 et droits de l'enfant. Il s'agit d'aller un peu plus loin avec eux et voir comment, dans une dynamique de résilience, les enfants ont pu s'adapter à cette situation et essayer aux besoins de la dépasser. Et c'est en cela
que l'édition Oxygène était importante parce que devant permettre aux enfants eux-mêmes de dire qu'est-ce qu'ils ont pu faire durant cette pandémie, échanger des idées, échanger des expériences et contribuer comme d'habitude à la promotion des droits et du bien-être de l'enfant. Et pour échanger ces expériences, les enfants répartis en groupes de travail s'expriment à travers des articles de presse et l'art. C'est le cas de la jeune Emmanuelle qui, en dessinant deux jeunes filles avec une distanciation d'1 mètre entre elles, sensibilise sur le respect des mesures barrières. On peut lutter contre le coronavirus par diverses façons. Chacun utilise ses talents et moi, je sais dessiner. Donc, j'ai décidé d'utiliser ça pour sensibiliser mes jeunes camarades. Pour le président du Parlement des enfants, Chérif Haïdara, qui s'illustre en participant à plusieurs ateliers, ces différents messages sont la contribution des enfants du Mali à la lutte contre la pandémie. Ça, c'est la contribution des enfants journalistes dans la promotion et dans la sensibilisation contre la pandémie de coronavirus. Faire du coronavirus un mauvais souvenir pour le bien-être des enfants du monde, tel est le leitmotiv des enfants journalistes et parlementaires participant à cette 14e édition d'Oxygène. Voilà, terminons avec le continent africain dans cette actualité pour dire qu'au Gabon, depuis plus de 6 mois déjà, avec l'apparition du coronavirus, les lieux de culte sont donc fermés et cette situation embarrasse beaucoup les fidèles et les hommes de Dieu. Des précisions dans cet élément de TVC Monde. Notre Père qui es aux cieux. Une prière en famille. Tous les matins, Bernard et Marie-Louise Miakou s'installent sous cet arbre pour lire la Bible et communier avec Dieu. Une habitude prise depuis la fermeture de leur lieu de culte. Le fait de ne plus aller à l'église, nous n'écoutons plus la parole de Dieu. Donc nous ne sommes plus abreuvés, sauf par messagerie ou par WhatsApp. Des prêches, des homélies et des messages de Dieu délivrés par réseaux sociaux. Insuffisants pour les fidèles et surtout pour les pasteurs des églises évangéliques du Gabon, comme celle de Betsaïda. Depuis pratiquement 6 mois, c'est comme ça. On a vidé toutes les chaises. Ici, il y a 1500 places assises, toutes vides, malgré le respect des règles de distanciation physique. Betsaïda s'est transformée en une église fantôme depuis mars, date de la fermeture des lieux de culte pour cause de Covid-19. Plus de prières, plus de fidèles et plus de rentrées financières pour l'église. Les paniers de dons, d'offrandes et de dîmes restent vides, au grand désespoir du pasteur Jean-Baptiste Moulaka. Comment je peux faire pour venir à bout, pour payer les secrétaires, pour payer l'eau et l'électricité, le téléphone, l'internet et tout et tout et tout? Non, nous sommes à bout. Que le gouvernement nous entende. Mais au vu de la résurgence mondiale du Covid-19, le gouvernement refuse d'assouplir ses règles et considère tout appel à la réouverture des églises comme un défi à l'autorité publique. C'est ainsi que dimanche dernier, Jean-Baptiste Moulaka a été emmené au poste Manu Militari et détenu pendant 2 heures. Son église avait ouvert ses portes officiellement pour un nettoyage. Sur celle de Sibang, 6 mois de poussière accumulée et de dettes. Son pasteur, Anicet Mumba, marié et père de 6 enfants, a failli être expulsé de chez lui. Ça fait 6 mois déjà que je n'ai pas pu payer mon loyer, plus que n'ayant plus de revenus. Bon, c'est quelle personne va vous supporter pendant 6 mois? Pour les autorités, la réouverture des églises reste à l'étude. Elles appellent à la patience et à la prudence. Alors pour le moment, les portes des églises resteront fermées aux hommes de Dieu et à leurs ouailles en attendant la disparition de la pandémie. Voilà, c'est ce que nous avons réservé pour vous dans le continent africain. Allons-y voir maintenant dans le plus vieux continent, le continent européen. L'Union européenne, il faut dire que les 27 se sont donc réunis à Bruxelles pour chercher une voie diplomatique afin de résoudre les tensions entre la Turquie, la Grèce et le Bélarus. Et nous allons voir beaucoup plus de détails dans cet élément que signe Euronews. De retour à Bruxelles pour un sommet européen principalement consacré à la politique internationale.
Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union vont essayer de trouver un compromis à propos de la situation dans l'est de la Méditerranée. Les États membres soutiennent Chypre et la Grèce, mais ils doivent dans le même temps négocier avec la Turquie. Nous sommes déterminés à désamorcer les tensions de manière pacifique. La présidence allemande a fait des efforts considérables en ce sens. Je souligne que notre relation avec la Turquie est complexe et que l'Union a un grand intérêt à développer un partenariat constructif avec la Turquie, malgré les difficultés. Et nous réitérons notre soutien à la Grèce et à Chypre. Mais il nous faut trouver aussi les voies du réengagement d'un dialogue exigeant avec la Turquie. Pour moi, ces deux cas sont emblématiques de ce qu'est une politique de voisinage repensée, exigeante, mais aussi réaliste que l'Union européenne doit avoir avec elle-même. Nous voulons plus de prévisibilité, nous voulons plus de stabilité dans la région. Nous voulons aussi démontrer notre solidarité concrète avec la Grèce et Chypre. Il est important pour nous de s'engager et nous sommes prêts à nous engager. Différentes options sont sur la table. Ce sera l'occasion de dire clairement ce que nous voulons pour notre futur partenariat entre l'Union européenne et cette partie du monde. Le Premier ministre grec estime qu'il ne faut pas écarter la possibilité d'appliquer des sanctions contre la Turquie. Le temps est venu pour l'Europe de discuter avec courage et sincérité sur la nature du partenariat qu'elle souhaite avec la Turquie. Une chose est certaine, la provocation de la Turquie est exprimée soit par des actions unilatérales, soit par une rhétorique extrême. Cela ne peut plus être accepté. Chypre sera au centre des tractations. Nicosie bloque les sanctions européennes contre le Bélarus. Cette approche provoque en particulier la frustration des pays baltes. 1 mois et demi s'est écoulé et nous n'avons pas une liste de sanctions. Les pays baltes ont déjà mis en place des sanctions nationales contre le Bélarus. Le Royaume-Uni et le Canada ont fait de même. Il n'est pas possible d'observer une telle situation sans réagir. Les 27 ne sont pas seulement divisés sur les questions diplomatiques. Les discussions s'annoncent aussi tendues dans les couloirs sur des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Conditionner l'accès au budget européen et au fonds de relance provoque la colère de la Hongrie. Le Premier ministre hongrois suggère qu'une telle réponse pourrait effondrer l'ensemble de l'accord. Les points possibles d'achoppement seront donc nombreux tout au long du sommet qui se poursuivra vendredi. La Biélorussie également a été concernée lors de cette rencontre. Il faut donc le rappeler, les 27 ont eu à sanctionner la Biélorussie et ne reconnaissent pas le régime d'Alexandre Loukachenko. TVC Monde nous en dit plus. Il leur a fallu près de 10 heures de discussion pour accorder leur violon. Et finalement, les 27 ont donné leur feu vert pour sanctionner la Biélorussie. Une quarantaine de dirigeants biélorusses sont concernés, tous accusés de répression contre l'opposition ou de fraudes électorales. Mais le président, lui, l'autocrate Alexandre Loukachenko, ne figure pas sur cette liste. Au sujet de M. Loukachenko, non, M. Loukachenko ne figure pas sur la liste actuelle. Mais bien sûr, nous suivrons la situation, nous suivrons les développements. Vous savez que nous sommes en faveur d'un dialogue inclusif sur le Bélarus. Ces sanctions étaient déjà sur la table depuis plusieurs semaines, mais jusqu'ici, un pays bloquait toute décision, l'île de Chypre, qui exige dans le même temps que l'Europe prenne des mesures fortes contre la Turquie, et ce à la suite des tensions en Méditerranée cet été avec la Grèce. Sur ce point, l'Europe n'a pas encore trouvé de compromis. Bruxelles hausse néanmoins le ton. Les 27 estiment qu'il ne faut pas laisser Ankara franchir des lignes rouges. C'est ce qu'a déclaré le président français Emmanuel Macron, à l'instar de ses homologues. Nous voulons une relation positive et constructive avec la Turquie. Et ce serait également dans l'intérêt d'Ankara. Mais cela ne fonctionnera que si les provocations et les pressions cessent. Pour l'instant, les 27 ne parlent pas ouvertement de sanctions à l'encontre des dirigeants turcs, mais la pression s'est nettement accentuée sur le président Erdogan.
Alors, terminons l'actualité européenne pour parler une fois de plus de l'Union européenne et surtout la situation du Covid-19 où ça ne fait que se dégrader de ce côté-là en Europe, et que ce soit donc en France, en Italie ou encore en Espagne. La barre des 36 000 morts a déjà été franchie et des nouvelles mesures ont été prises naturellement. Euronews nous en dit davantage. La situation sanitaire continue de se dégrader en Europe. En France, la barre des 32 000 morts a été dépassée ce jeudi. Et si la progression de l'épidémie se confirme, la suppression des fêtes de famille ou la fermeture totale des bars pourrait être imposée dès la semaine prochaine dans plusieurs villes comme Lille, Lyon ou Paris. La situation de la métropole parisienne maintenant, où là aussi, vous voyez qu'il y a une dégradation qui s'est accélérée sur Paris et la Petite Couronne. Depuis hier, en effet, dans les dernières 24 heures, Paris a franchi les 3 seuils qui peuvent correspondre à la zone dite d'alerte maximale. Avec plus de 2500 nouvelles contaminations enregistrées en 24 heures, l'Italie dépasse pour la première fois depuis fin avril la barre des 2000 cas en un seul jour. Le président du Conseil italien a déclaré qu'il demanderait au Parlement de prolonger l'état d'urgence au-delà de la mi-octobre pour tenter d'éviter une recrudescence de la pandémie comme observé dans d'autres pays européens. En Espagne, un décret du ministère de la Santé prévoit d'étendre le bouclage de certains quartiers de la capitale à l'ensemble de Madrid. Cette annonce, qui intervient après 2 semaines de bras de fer entre le gouvernement central de gauche et l'exécutif régional de droite, a été immédiatement contestée. Ce gouvernement régional n'est pas en rébellion et obéira à tous les ordres de manière stricte, car nous ne sommes pas comme vos alliés séparatistes. Mais nous irons de nouveau devant les tribunaux pour défendre les intérêts légitimes du peuple de Madrid afin que les mesures soient conformes au règlement, à la réalité et qu'elles soient objectives et justes. Si le recours n'est pas accepté, il sera interdit à partir de samedi d'entrer ou de sortir de la ville, sauf pour aller travailler, consulter un médecin ou accompagner les enfants à l'école. Une interdiction qui devrait durer au minimum 1 semaine. Allez, terminons cette revue à l'international avec le continent américain. Aux États-Unis, rappelons-le, à quelques jours seulement de la présidentielle, le couple présidentiel vient d'être testé positif au Covid-19. Donald et Melania Trump ont donc reçu leur test vendredi dernier. Que se passera-t-il pour les prochains jours? Nous voulons avoir plus de précisions dans ce récit de la rédaction de Euronews. Le président américain et la première dame, Donald et Melania Trump, ont été testés positifs au Covid-19. C'est Donald Trump lui-même qui l'a annoncé dans un tweet. Un médecin a ensuite affirmé que Trump allait bien et qu'il passerait sa convalescence à la Maison-Blanche. Le meeting électoral de Trump prévu ce vendredi soir en Floride a été annulé. Quelques heures plus tôt, le président avait d'abord confirmé que sa proche conseillère, Hope Hicks, avait été testée positive et qu'il se mettait en quarantaine avec sa femme. Hope Hicks était à bord d'Air Force One avec le président pour se rendre mardi dans l'Ohio au débat face à Joe Biden, puis mardi dans le Minnesota pour un meeting de campagne. Donald Trump a laissé entendre que sa conseillère pourrait avoir contracté le virus au contact de soldats ou de membres des forces de l'ordre. Le président américain se soumet régulièrement à des tests Covid-19, même si la fréquence exacte de ces derniers n'est pas connue. Ses proches collaborateurs sont en revanche testés quotidiennement, comme les journalistes qui se rendent sur place ou voyagent avec le président. Allez, allons-y en Chine pour parler des femmes et dire que plus de 50 milliards de dollars de prêts pour l'avenir entrepreneurial des femmes qui doivent donc aussi contribuer pour le développement de la Chine. CGTN, une chaîne chinoise, nous en dit davantage. C'est un rêve devenu réalité. Il y a 2 ans, Zhang Litier avait le même emploi dans le sud-est de la Chine, coudre des vêtements dans une usine à des milliers de kilomètres de ses enfants. Maintenant, elle travaille à 3 kilomètres de chez elle et les voit tous les jours. Et elle gagne aussi plus d'argent qu'avant. C'est avant tout grâce à la branche locale de la Fédération des femmes
qui l'a aidé à décrocher le poste. Quand je travaillais hors de la ville, mon foyer me manquait tellement que je pleurais chaque fois que je les appelais. Maintenant, je peux gagner jusqu'à 6 000 yuans par mois. Je suis si heureuse. Yan Licia a vécu une expérience similaire mais a été encore plus ambitieuse. Elle fabriquait des fleurs artificielles dans une usine du Zhejiang avant de retourner dans sa ville natale et lancer son entreprise. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et elle a échoué plusieurs fois. En 2015, la Fédération des femmes a participé à l'enregistrement de l'entreprise, ce qui signifiait que Yan pouvait demander 3 millions de yuan, soit 400 000 $ de prêt auprès d'une banque locale. Elle a utilisé l'argent pour développer son entreprise de commerce électronique et possède maintenant 3 usines, dont la valeur de production annuelle est de 2 millions de $. Ces produits sont entrés sur les marchés européens et d'Asie du Sud-Est et 2000 femmes locales ont trouvé un emploi dans ces usines. J'ai ouvert une fenêtre et la salle était pleine de soleil. C'est une représentation réaliste de moi. Depuis 2014, la Chine a fourni plus de 420 millions de $ américains en fonds spéciaux pour fournir une formation pratique aux femmes rurales. Fin 2018, un total de plus de 380 milliards de yuan, ou 50 milliards de $ américains, a été émis en petits prêts. Cela a aidé 6 millions de femmes à démarrer les entreprises. Les experts disent qu'au cours des 25 dernières années, les intérêts des femmes ont été continuellement améliorés. Ces dernières années, la Chine a mis en place un mécanisme d'évaluation de l'égalité des sexes. Elle a généralement amélioré l'aide juridique et le système d'assistance judiciaire, mis en place un système d'accès et de renseignement sur les agressions sexuelles et les crimes, et réprimé le viol, la traite, la violence domestique et d'autres violations des droits des femmes. Bien que des défis subsistent pour les femmes en Chine, une série de lois et de règlements visant à protéger leurs droits ont été introduits ces dernières années. Cela inclut une loi anti-violence domestique ainsi que des dispositions visant à améliorer la protection du travail. Les femmes ont été au cœur de l'objectif de la Chine d'éradiquer l'extrême pauvreté d'ici la fin 2020. Voilà, merci à Stéphie Chamba qui nous a permis et qui nous a aidé à collecter ces informations. Et nous allons dans la deuxième phase de notre émission qui est celle réservée à l'invité. Et comme je le disais à l'instant, notre invité ce jour, c'est bien sûr le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies en charge des réfugiés pour le Gabon, pour le Cameroun et Sao Tomé et Principe. Il s'agit bien sûr de M. Olivier Hébert. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Comme je le disais, bienvenue une fois de plus à HTV, Humanitarian TV. Merci. Voilà. Tout à l'heure, donc, vous avez vu avec moi ces reportages réalisés par nos confrères des autres rédactions. Il y a certainement des sujets qui vous ont frappé à l'œil, mais j'aimerais tout de même qu'on essaie un peu de parler de cette situation de handicap au Sénégal. S'ils ne sont pas totalement bien accueillis au sein de la fonction publique. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette situation ? Bon, par rapport aux populations qui relèvent du mandat du HCR, les réfugiés, les personnes déplacées, les apatrides, lorsque nous travaillons pour promouvoir le respect de leurs droits, lorsque nous travaillons à renforcer leur protection, nous devons tenir compte des différentes catégories. Souvent, on dit qu'il y a autant de réfugiés dans un pays, mais on ne sait pas que derrière chaque réfugié, il y a un être humain. Et parmi eux, il y a des personnes à mobilité réduite. Oui. Donc, il nous faut tenir compte de ces aspects dans le cadre de notre travail, parce que ces personnes, tout comme des personnes âgées, oui, tout comme des enfants par moment, vous en avez parlé aussi au Mali, je pense, au Mali, au Mali. Donc ce sont des personnes qui peuvent être plus vulnérables que d'autres et pour lesquelles il faut agir et tenir compte de leur handicap pour que ces personnes puissent également faire partie de la société. Voilà, allons-y maintenant donc en Europe pour parler de l'Union européenne. Les 27 se sont réunis une fois de plus et ont essayé de statuer sur la situation en Biélorussie, jusqu'à sanctionner la Biélorussie. Les 27 ne reconnaissent pas le pouvoir de Loukachenko. Oui, bon, ça c'est une situation politique. Moi je suis un humanitaire, je ne commande pas beaucoup sur politique. Ce qui m'a par contre plus intéressé dans votre reportage sur l'Europe, c'est la situation en Grèce et en Turquie. Il ne faut pas oublier que la Turquie compte 4 millions de réfugiés, dont 3,6 millions
de réfugiés syriens. C'est donc le pays qui accueille le plus de réfugiés dans le monde. Et en Grèce, c'est le pays qui accueille le plus de migrants dans le monde, plus de 16 000 arrivées entre janvier et maintenant. Oui. Donc ces deux pays font face à une très grande pression migratoire, mais dans les deux pays, des mécanismes de protection et de réception sont mis en place par ces pays pour accueillir les réfugiés. Cela veut dire aussi qu'au-delà du politique et de situations difficiles comme en Biélorussie, on peut quand même faire respecter les droits de l'homme, on peut quand même protéger les personnes qui fuient les persécutions. Ok, voilà, on va sortir par là. La dernière information, vous l'avez certainement dit, vous ne faites pas tout de la politique, mais cette information justement, c'est celle qui concerne les États-Unis qui s'apprêtent justement à passer les élections présidentielles. C'est pour le 3 novembre prochain. Et on l'a dit, le couple présidentiel Donald et Melania Trump ont été testés positifs. Cette situation peut provoquer autre chose en ce qui concerne les prochains jours aux États-Unis. Oui, très certainement. Ce qu'on peut espérer, c'est que les élections vont se tenir et que le peuple américain pourra choisir son représentant. Je souhaite au président Trump une récupération rapide. Très rapide. Ce que j'ai constaté, au-delà de juste cet aspect-là des élections, c'est que sur 7 sujets que vous avez présentés, 4 étaient relatifs à la pandémie Covid-19. Covid-19, tout à fait. Et je voudrais rappeler à tous vos auditeurs que c'est une pandémie, c'est quelque chose de très important, mais qu'il y a plein d'autres sujets comme les droits de l'enfant, les droits de la femme, vous en avez également parlé, les droits des personnes à mobilité réduite, les problèmes de la malaria ici en Afrique, qui tue peut-être plus que la Covid. Donc ce qui est très important, c'est que dans les médias, dans le langage de tous les jours, on n'oublie pas non plus qu'il y a beaucoup d'autres problématiques sur le continent. Et je vous remercie d'être ici pour parler justement de la question des réfugiés, qui va bien au-delà de la pandémie. Voilà, ça me permet justement aussi d'entrer dans le vif du sujet, à savoir parler donc des réfugiés. Et comme je l'ai dit à l'instant, vous êtes le représentant du Haut Commissariat des réfugiés ici même au Cameroun, le Gabon et bien sûr Sao Tomé et Principe. Et la Guinée équatoriale. Et la Guinée équatoriale, voilà, ça fait 4 pays. Maintenant donc... avant d'y aller, j'aimerais d'abord qu'on essaye de suivre ce que le secrétaire général des Nations Unies, lors de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, avait adressé comme message à la nation. Ils ont dit. Ayouba est arrivé ici il y a près d'1 an, le jour de Noël. Accompagné de son épouse, il a fui la terreur des insurgés de Boko Haram, qui a rasé son village dans le nord du Nigeria. Après des journées de marche, il s'est réfugié dans le camp de Minawao au Cameroun. Boko Haram est arrivé dans mon village et ils ont commencé à tuer tout le monde. Ils ont tué les membres de ma famille. Ils nous ont demandé de nous convertir à l'islam sous la menace de nous tuer, mais j'ai réussi à m'enfuir et je suis arrivé au Cameroun. Femmes, enfants, vieillards, ils sont plus de 5000 chaque semaine à franchir la frontière du Nigeria pour s'exiler au Cameroun. Mais ce camp peine à faire face aux nouveaux arrivants. Au départ 6000, ils sont désormais près de 17 000 à s'entasser dans ces tentes de fortune. Des conditions plus que précaires où les maladies se propagent. Beaucoup de personnes meurent. Quand ils arrivent, il n'y a pas de toilettes. Et les personnes font leurs besoins dehors. Les mouches transmettent les maladies. Les gens cuisinent et font leurs besoins dehors. C'est terrible. Les maladies se propagent et nous perdons beaucoup d'enfants. Des enfants au destin brisé. Manque de nourriture, de soins et de réconfort. Les enfants représentent plus de la moitié de la population du camp. Leur éducation est un véritable défi. Il n'y a pas de professeurs. Il y a 1500 élèves à l'école primaire et il y a seulement 6 professeurs. Comment peuvent-ils enseigner? Ils ne sont pas capables d'éduquer nos enfants à moins d'avoir plus d'enseignants. L'ONU craint que l'afflux massif des réfugiés nigérians provoque une catastrophe humanitaire. Entre ces montagnes, sous un soleil de plomb, la crainte que Boko Haram envahisse la région hante tous les esprits.
Allez, vous l'avez certainement remarqué, il s'agit là d'un reportage de nos amis, la rédaction de l'AFP, qui avait donc effectué une descente dans le camp des réfugiés des Minéraux, c'est à l'extrême nord du Cameroun. Et je le disais, la question que je m'en vais vous poser à présent, M. Bir, c'est quoi le mandat du HCR? Bon, le mandat du HCR, on le voit un peu dans ce reportage, mais il faut peut-être préciser que ce reportage n'est pas d'actualité. Hein, donc nous ne sommes pas en train d'être les témoins d'une arrivée massive de réfugiés nigérians au Cameroun. Hein, C'est important de le préciser. Les réfugiés sont arrivés il y a quelques années. Ils sont maintenant pris en charge, soit dans le camp de Minawao, 68 000, soit en dehors du camp de Minawao par les populations, les autorités locales. Hein, le groupe des réfugiés nigérians au Cameroun, c'est 114 000. 114 000. Voilà. Alors le mandat du HCR, c'est évidemment de venir soutenir le gouvernement dans sa prise en charge des réfugiés et essayer de trouver des solutions pour qu'ils ne soient pas dépendants de l'assistance humanitaire toute leur vie. Voilà le mandat du HCR. Les personnes qui relèvent de notre mandat, ce sont les réfugiés, hein, mais ce sont également dans les secteurs de la protection, de l'abri, dans la gestion des sites. Ce sont également les personnes déplacées. Il y en a plusieurs milliers ici au Cameroun à cause des crises du nord-ouest, du sud-ouest et à cause de la crise dont on vient de parler dans l'extrême nord et les incursions des groupes armés provenant du Nigeria. Voilà le mandat en gros du HCR. 2 volets, réponse et recherche de solutions. Réponse et recherche de solutions. On entend souvent parler d'une part de réfugiés internes, réfugiés du camp, on parle de réfugiés externes, on parle de déplacés. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de précisions sur ces explications-là, en fait, ces noms, les noms qu'on donne, réfugiés internes, réfugiés du camp, déplacés internes? Est-ce qu'on peut avoir plus de clarification à ce niveau sur les noms? Alors, pour la plupart des personnes, hein, vous, moi, et beaucoup de vos auditeurs, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des personnes qui fuient des guerres, des personnes qui fuient des sévices, des personnes qui fuient la persécution et qui ont besoin d'être protégées. C'est ça qui est important au-delà des mots. Donc vous pouvez les appeler des réfugiés, vous pouvez les appeler des personnes qui fuient, vous pouvez les appeler des personnes qui se déplacent, c'est pas trop important. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des personnes qui sont en détresse et qui ont besoin d'aide. Maintenant, d'un point de vue juridique, pour les juristes que nous sommes au HCR, hein, et pour d'autres juristes, il y a des réfugiés, cela répond à une définition précise de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, ou de conventions régionales comme celle qu'il y a sur le continent africain, la Convention de l'Union africaine de 1969 sur les problèmes particuliers aux réfugiés. Et là, cette définition précise les critères sous lesquels on peut être réfugié. Voilà. Alors maintenant, donc... Les déplacés, eux, internes, hein, dans le jargon humanitaire, ce sont des personnes qui ont subi très souvent les mêmes persécutions, les mêmes violations de leurs droits que les réfugiés, mais qui n'ont pas traversé la frontière. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez néanmoins nous brosser la situation du réfugié au Cameroun? Alors, au Cameroun, nous avons une crise à l'ouest du Cameroun, au Nigeria, dans le nord du Nigeria, qui a fait que pas mal de ressortissants du Nigeria sont venus se réfugier dans votre pays. Comme je disais, 114 000 réfugiés nigérians. Du côté de la façade est, vous avez tout un groupe de personnes qui ont fui leur pays, la République centrafricaine, pour également venir se réfugier dans les régions de l'Adamawa, de l'est et du nord du Cameroun. Il y en a plus ou moins 300 000. La plupart de ces réfugiés, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas dans des camps. La grosse majorité se trouve hors des sites. Hors des sites, ils ne sont pas les réfugiés du camp. Exactement. Parce qu'en fait, les premiers humanitaires, ce ne sont pas vous et moi. Les premiers humanitaires, ce sont les Camerounais, les populations camerounaises qui accueillent, avant que toute notre machine se mette en route, les réfugiés. Et à ce titre, évidemment, lorsque je suis devant des auditeurs camerounais, je dis toujours 430 000 réfugiés au Cameroun. Le Cameroun peut être quand même fier de ce qu'il accueille tant de personnes en détresse, et c'est toujours les populations locales qui sont les premières à accueillir ces personnes, à partager le peu qu'elles ont avec ces personnes.
Fidèles téléspectateurs, souvenez-vous de vous joindre à nous, rassurez-vous, vous êtes dans le cadre de l'émission Fenêtre sur le monde et nous recevons le représentant du HCR au Cameroun. Vous avez parlé tout à l'heure de la situation du réfugié au Cameroun, mais on entend régulièrement le HCR pointer du doigt et surtout le manque de moyens dont il dispose pour essayer de répondre aux multiples sollicitations. Est-ce que donc il y a des mesures alternatives pour pouvoir essayer de répondre à l'assistance humanitaire de ces personnes? Bon, vous vous rendez compte que des populations, pour les prendre en charge, pour les aider, les soutenir, à ce qu'ils trouvent de l'emploi, à ce qu'ils soient éduqués, à ce qu'ils aillent à l'école, requièrent beaucoup de moyens. Pour réellement que les personnes puissent être protégées lorsqu'elles arrivent dans le pays, ensuite assistées pendant un certain temps et puissent retrouver le chemin de la dignité par un travail décent, nous avons estimé cela à $1 million. Nous avons, pour l'année qui va arriver, nous avons, pour cette année-ci, nous avons 40% seulement, nous avons été financés seulement à 40%. Donc nous avons évidemment, un manque. 60%. Exactement, oui. Et donc, nous avons besoin de fonds. Mais je ne pointe pas du doigt, je remercie déjà pour les 40% les bailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier, vous avez montré beaucoup de reportages où beaucoup de pays sont en proie à leurs propres problèmes à cause de la pandémie Covid, etc. Mais malgré cela, nous avons des pays amis, des pays bailleurs de fonds qui soutiennent notre action. Et donc, nous remercions d'abord les bailleurs pour ce qu'ils font, mais nous leur disons, soyez encore plus généreux parce que prendre en charge des personnes, les amener vers l'autonomisation, ça coûte beaucoup d'argent. Nous avons 3 volets dans notre réponse. La première, c'est qu'il faut une réponse directe, prévisible, efficace, rapide. Il faut ensuite coordonner tout cela. Nous ne sommes pas seuls, le HCR n'est pas seul à aider les réfugiés. Nous avons le mandat de les protéger en coordination avec les autres. Vous avez parlé d'UNICEF. UNICEF, oui, tout à Il l'heure. y a également le Programme alimentaire mondial, il y a la FAO. Donc nous travaillons avec beaucoup d'autres. En synergie, en coordination, pour venir en aide à ces personnes et tenter de les amener vers leur propre prise en charge. Ça, c'est très important pour nous. Voilà, nous allons donc cette fois-ci marquer une autre pause pour donc écouter le secrétaire général des Nations Unies. C'était bien sûr lors de son adresse à la nation pendant la célébration de la journée mondiale du réfugié le 20 juin dernier. Nearly 80 million women, children and men around the world have been forced from their homes as refugees or internally displaced people. Even more shocking, 10 million of these people fled in the past year alone. On World Refugee Day, we pledge to do everything in our power to end the conflict and persecution that drive these appalling numbers. Today, we also recognize the generosity and humanity of host communities and countries that often struggle with their own economic and security concerns. We owe these countries our thanks, our support, and our investment. We must all work to re-establish the integrity of the international protection regime and to implement the pledges made at the Global Refugee Forum so that refugees and host communities receive the support they need. This year, the COVID-19 pandemic poses an additional threat to refugees and displaced people who are among the most vulnerable. My recent policy brief on COVID-19 and people on the move called on governments to ensure that they are included in all response and recovery efforts. Refugees and displaced people are also prominent among those who are stepping up to make a difference on the front lines of the response. From camps in Bangladesh to hospitals in Europe, refugees are working as nurses, doctors, scientists, teachers, and in other essential roles, protecting themselves and giving back to the communities that host them. On World Refugee Day, we thank refugees for their resourcefulness and determination to rebuild their own lives and to improve the lives of those around them. Today and every day, we stand in unity and solidarity with refugees and recognize our fundamental obligation to shelter those fleeing war and persecution.
Alors, réaction par rapport à ce message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de son adresse à la nation par rapport à la journée mondiale des réfugiés. Oui, donc qui se déroule chaque année le 20 juin, que nous n'avons pas pu célébrer à cause de la pandémie Covid, comme on le fait d'habitude. J'espère que l'année prochaine, on pourra le faire. Alors, le secrétaire général des Nations Unies a rappelé, il a réitéré ses remerciements aux pays qui accueillent les réfugiés malgré toutes leurs propres difficultés. Il a rappelé l'importance pour tous les pays de se mobiliser pour que, évidemment, ces questions-là ne se reproduisent pas, parce qu'en amont de la fuite, il y a toujours des guerres, etc. Et il faudrait que ces choses-là s'arrêtent pour susciter moins de réfugiés. Et alors, il a rappelé également la résilience de ces communautés, la solidarité. On ne peut pas avoir une vraie réponse aux réfugiés sans une solidarité entre les réfugiés, mais aussi une solidarité entre les États. Et il a donc terminé en disant que les États se sont engagés lors du Forum mondial pour les réfugiés à faire chacun sa petite part pour la protection des réfugiés. Le Cameroun a également manifesté des engagements sur l'éducation, la santé, l'apatridie lors du dernier Forum global pour les réfugiés. Voilà, allez, revenons donc à notre sujet qui nous concerne, c'est-à-dire la situation du réfugié au Cameroun. Parlons de la façade est du Cameroun. Vous en avez fait mention tout à l'heure, où sont installés des centaines de milliers de réfugiés centrafricains. Et il faut dire que des opérations de rapatriement volontaires avaient donc démarré avant la pandémie du Covid-19. Où en sommes-nous avec cette opération ? Donc 3500 personnes étaient déjà retournées, comme vous l'avez dit, vers la République centrafricaine lorsque la fermeture des frontières nous a forcé à suspendre le rapatriement. Maintenant, nous avons parlé avec le gouvernement de deux côtés. Nous sommes en pourparlers pour alléger cela et recommencer le rapatriement en novembre. Nous allons commencer par des premiers convois d'environ 1500 personnes pour retourner vers la République centrafricaine, mais dans un contexte très difficile. Très difficile. Il y a encore des combats en République centrafricaine entre les factions armées et les forces armées de la Centrafrique. Il y a également l'importance de rapatrier ces personnes en tenant compte des gestes barrières. Donc il faut qu'ils arrivent de l'autre côté avec des mesures sanitaires, avec tout ce que vous voyez ici au Cameroun, pour qu'ils ne propagent pas le virus en rentrant chez eux. Et enfin, pourquoi j'ai parlé de novembre et pas de novembre-décembre comme on aurait fait d'habitude? Parce qu'il y a également les élections qui vont se dérouler en République centrafricaine en décembre. Et donc il faudra un moment qu'on arrête un petit peu, le temps que les personnes puissent voter, et puis on reprendra en janvier 2021. Donc ça veut dire que la procédure est en cours pour pouvoir donc ramener ceux-là qui souhaitent, qui désirent retourner en Centrafrique. Exactement. Voilà, vous avez fait mention tout à l'heure également de la pandémie Covid-19 et le HCR justement a eu à entreprendre certaines actions. J'aimerais donc savoir quelles sont ces actions. Qu'est-ce que le HCR a fait, et au Cameroun notamment, pour pouvoir préserver ces populations, ces réfugiés de la pandémie Covid-19? Protéger les réfugiés et évidemment le personnel. Évidemment le personnel HCR. Parce que nous, lorsque la pandémie a éclaté, lorsque le Cameroun a fermé ses frontières, nous sommes restés aux côtés, avec d'autres membres des Nations Unies, nous sommes restés aux côtés des réfugiés. Il ne fallait surtout pas qu'on parte dans des moments qui seraient difficiles pour eux. Ça veut dire qu'on a commencé à travailler, on a changé nos méthodes de travail. Par exemple, nous enregistrons les réfugiés qui arrivent, on a dû respecter des gestes barrières, le faire différemment. Et nous avons également directement soutenu le gouvernement, surtout dans les régions de l'Est et de l'extrême nord, pour la réponse sanitaire qu'ils mettaient en place. Cela veut dire qu'on a, on a construit des centres d'isolement, on a construit des centres de prise en charge, on a fait beaucoup de sensibilisation, on a distribué du savon, on a distribué des gels hydroalcooliques et nous avons aussi fourni des respirateurs. Ces mesures de sensibilisation, de savon qu'on a fournies aux réfugiés, qu'on a également fournies aux populations locales, on a également fourni du matériel médical, des gants, etc., au personnel de santé, a permis d'éviter le pire. On a eu à peine 2 décès parmi les réfugiés, c'est déjà trop.
mais on a eu 2 décès. On a eu 16 cas atteints, testés positifs parmi les réfugiés, mais heureusement, aucun n'est décédé, tous sont vivants actuellement. Voilà. Alors, je voudrais peut-être dire aussi que ça, c'était une réponse sanitaire que nous avons fournie parce que c'était l'urgence du moment. Mais le Covid n'a pas eu qu'un impact sanitaire. Le Covid a eu également un impact socio-économique. Il y a des réfugiés à Douala, à Yaoundé, dans d'autres villes qui ont perdu leur emploi. Et parce qu'ils ont perdu leur emploi, ils ne pouvaient plus payer leur loyer. Le loyer. Il y a des enfants qui n'ont plus été à l'école et qui se sont retrouvés dans les rues. Donc il y a toute une série de problématiques qui ont été créées par la pandémie Covid. On s'attaque souvent à l'aspect uniquement sanitaire, mais je voudrais rappeler que cette pandémie a eu quand même un grand impact socio-économique, peut-être même plus important que l'impact sanitaire. Voilà. Alors, vous venez donc de prendre fonction en tant que représentant du HCR pour le Cameroun. Est-ce qu'on peut avoir vos ambitions pour le HCR au Cameroun? Bon, moi je n'ai d'autre ambition que de me mettre au service des réfugiés et du gouvernement camerounais dans son travail de protection des réfugiés, parce que ces réfugiés ne sont pas dans une planète HCR, ils sont au Cameroun, dans un pays Cameroun. Nous voulons développer une politique ici au Cameroun qui se tournerait autour de 3 axes. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 1, une réponse prévisible, rapide et efficace. 2, une coordination renforcée avec les autres partenaires, parce que plus personne ne peut faire quelque chose tout seul aujourd'hui, tant pour les réfugiés que pour les personnes déplacées. Il faut qu'on travaille ensemble aujourd'hui avec le gouvernement, avec les réfugiés, avec les personnes déplacées. Ces réfugiés ne sont pas juste des personnes qui tendent la main à qui on doit donner une assistance. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Nous pouvons tous devenir des réfugiés. Des réfugiés. Moi-même, je suis petit-fils de réfugiés, donc je suis belge parce qu'un jour, mes grands-parents ont trouvé refuge en Belgique. Donc nous pouvons tous être des réfugiés. Et je pense qu'il est important de se dire que tout le monde doit travailler ensemble pour trouver des solutions. Et ça, c'est le 3e axe, c'est trouver des solutions. Inclure les réfugiés dans la société pour qu'ils soient demain contributeurs de la société camerounaise. Je vous donne un exemple. L'année passée, la saison agriculturale 2019-2020, les réfugiés ont produit, ils ont vendu du maïs, de l'arachide, de niébé. Voilà, et tout cela leur a permis à un petit groupe d'entre eux, 1000, c'est pas beaucoup par rapport aux 300 000. D'être autonomes. Mais d'être autonomes, de pouvoir payer les soins de santé de leurs enfants, de pouvoir les envoyer à l'école. Si nous recevons plus de financement pour rendre les réfugiés autonomes, tout le monde est gagnant. Le gouvernement camerounais, les populations locales, les Nations Unies et surtout les réfugiés qui retrouvent une dignité. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de cheminer vers la fin de notre émission. Et je vous le disais à l'instant, nous sommes avec le représentant du HCR pour le Cameroun, en la personne de M. Olivier Baire. On a souvent eu quelques petits moments de tension, naturellement. Tout récemment, à Douala, il y a eu des réfugiés qui se sont soulevés, parlant justement entre guillemets, d'un mauvais traitement qu'ils subissent par rapport à certaines primes, les primes qui leur sont dues. Comment cela est géré naturellement au HCR? Bon, il n'y a pas de primes qui sont dues aux réfugiés. Les réfugiés de Douala et de Yaoundé, qui sont plus ou moins 26 000, sont également protégés, tout comme tous les autres qui se retrouvent à l'extrême nord, etc. Nous avons 430 000 réfugiés au Cameroun, 26 000 dans les centres urbains. Donc c'est vrai que lorsque la pandémie Covid a éclaté, lorsque le Cameroun a pris des mesures pour réduire les effets de cette pandémie, nous avons eu très peur et nous avons fourni un grand soutien rapide au gouvernement dans les régions qui demandaient le plus, comme je vous expliquais tout à l'heure, centres d'isolement, prise en charge, etc. Mais il y a également des aspects socio-économiques. Et les réfugiés urbains ont souffert de l'impact socio-économique de la pandémie. Certains avaient plus difficile, ne pouvaient plus être dans le secteur informel, n'arrivaient plus à vendre, ne pouvaient plus faire des petits jobs qui leur permettent de se prendre en charge. Et donc, ils auraient souhaité une action beaucoup plus importante de la part de la communauté internationale
ou du gouvernement camerounais pour pouvoir les aider pendant cette période difficile, ce que nous comprenons bien. Le HR ne peut pas faire plus que ce que fait le gouvernement pour les populations vulnérables. Donc nous avons pris le barème qu'avait décidé le gouvernement pour les populations vulnérables et nous avons fourni ça à un certain nombre de ménages à Douala, à Yaoundé. C'est pas que Douala, c'est Douala qui a exprimé son mécontentement. Mais nous avons fourni une aide ponctuelle que nous ne faisons pas habituellement, mais nous avons fourni une aide ponctuelle aux réfugiés de Douala, de Yaoundé et d'autres centres urbains. Lorsque je suis arrivé, nous les avons rencontrés, nous leur avons parlé. Cette problématique maintenant n'a plus lieu de mise, vous n'avez plus entendu de manifestations ces derniers temps. Mais une chose est certaine, c'est que nous souhaiterions faire plus pour les réfugiés, non pas leur donner de l'argent, ou leur donner des primes, ou leur donner de l'assistance. Ce que nous souhaiterions, c'est qu'ils aient un travail, qu'ils puissent s'en sortir eux-mêmes et qu'ils n'aient plus à demander. Nous allons donc sortir par là et en vous posant donc la question de savoir qu'est-ce que vous, en tant que représentant des réfugiés, du Haut-Commissariat des réfugiés ici même au Cameroun, vous souhaiteriez donc pour que les choses puissent être différemment vues pendant que vous êtes en train de prendre votre fonction naturellement? Différemment vu, bon, ça c'est très large. Hein. Il y a des fois une problématique qui n'est pas connue de la population. Donc mon rôle, c'est de venir à des émissions comme la vôtre. Une fois encore, je vous remercie. D'aller peut-être aussi dans les universités, parler aux jeunes. Il faut que les jeunes sachent qu'il y a 430 000 personnes qui sont réfugiés au Cameroun, mais il faut que les jeunes sachent aussi que c'est des populations dynamiques, des populations qui ne veulent pas être juste assistées, c'est des populations qui veulent travailler, qui veulent contribuer. Je pense aussi que ça va renforcer la cohésion sociale. Il est important qu'entre les Camerounais et les réfugiés, il y ait une grande cohésion sociale et que les uns travaillent aux côtés. Peut-être qu'à côté de chez vous, votre voisin est un réfugié, vous ne le savez pas. Hein. Donc mon rôle, c'est de conscientiser la population camerounaise sur les problématiques des réfugiés et mon rôle est également de travailler aux côtés du gouvernement pour qu'il y ait une vraie stratégie de prise en charge de la question des réfugiés par le gouvernement. Je vous donne juste un exemple. Le gouvernement, par décret, a créé le secrétariat technique qui va se préoccuper petit à petit, reprendre en main la détermination du statut de réfugié, qui est la première entrée. Lorsque quelqu'un vient demander l'asile, il faut qu'il y ait un examen de sa demande, et puis après, il est reconnu comme réfugié par le gouvernement camerounais. Donc c'est important aussi que le gouvernement camerounais, petit à petit, reprenne son rôle vis-à-vis, ou reprenne un rôle vis-à-vis de la question des réfugiés. Allez, je vous remercie beaucoup, M. Olivier Bert, d'être passé à HTV, Humanitarian TV, et on espère que ce ne sera pas la dernière fois. C'est moi qui vous remercie, ça fait un plaisir. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir été en notre compagnie dans la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous certainement lundi en 8 pour une nouvelle production de Fenêtres sur le monde. Notre invité en ce jour, c'était bien sûr le représentant du Haut-Commissariat des réfugiés au Cameroun en la personne de M. Olivier Bert. On se donne donc rendez-vous pour les prochaines éditions. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bye bye.